Nous recevons pour cette deuxième audition de la journée Maître Christian Charrière-Bournazel, avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et ex-président du Conseil national des barreaux. Maître Charrière-Bournazel, vous êtes également engagé dans le milieu associatif, observateur judiciaire pour la Fédération internationale des droits de l'homme depuis 1981, président de la Fédération de Paris de la LICRA de 2002 à 2008 et membre de l'Association des juristes berbères et de l'Association des juristes juifs. Tout d'abord, nous allons revenir avec vous sur le regard que vous portez sur l'activité des groupuscules d'extrême droite, notamment vis-à-vis de vos précédentes fonctions à la LICRA. Nous discuterons également de l'arsenal juridique en place actuellement pour lutter contre ces groupuscules et sur le cheminement judiciaire avec toutes les difficultés qui peuvent se présenter aux différents acteurs concernés dans nos institutions. Enfin, nous parlerons des spécificités liées à la lutte contre les contenus de haine sur Internet véhiculés par ces groupes. Afin de démarrer, je vais vous soumettre plusieurs questions liminaires auxquelles vous aurez la possibilité de répondre dans un court exposé d'une quinzaine de minutes, si cela vous convient. Alors, premièrement, j'aurais voulu savoir si vous disposez d'une estimation du nombre de groupuscules d'extrême droite actifs en France et de leur effectif. À votre connaissance, ces chiffres sont-ils connus des variations importantes au cours des 20 dernières années? Les universitaires auditionnés par la commission d'enquête ont évalué ce chiffre à environ 3000. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et la Fédération internationale des droits de l'homme retiennent-elles un ordre de grandeur similaire? Concernant vos activités, comment la LICRA conçoit-elle sa stratégie de prévention et de lutte contre les activités haineuses, voire violentes, de ces groupuscules? Dans quel contentieux aussi, devant les juges judiciaires et administratifs, la LICRA et la FIDH sont-elles intervenues et interviennent-elles actuellement contre ces groupuscules? Et quelles sont la nature et la motivation de ces recours? Et enfin, concernant les pouvoirs publics, quelles sont la nature et la qualité des relations de la LICRA et de la FIDH avec les pouvoirs publics, s'agissant de la lutte contre ces groupuscules? Et enfin, quelles sont vos recommandations en matière d'évolution de la politique et de lutte contre les groupuscules d'extrême droite? Je vous remercie et je vous laisse la parole. Madame la Présidente, merci d'abord de l'honneur que vous me faites de m'accueillir ici. Et je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne suis pas actuellement le représentant légal de la LICRA. Je ne suis pas le président, même si je suis toujours investi. Et donc, je parle en mon nom davantage qu'au nom de l'institution elle-même. Sur la première question, qui est de savoir quel est le nombre de groupuscules d'extrême droite, vous les qualifiez d'extrême droite, mais je dirais plus généralement de groupuscules dont l'objet est de prôner la haine, antisémite, xénophobe, homophobe, sous toutes ses formes. Je n'ai pas de chiffres. Je sais simplement que, et comme vous le savez vous-même, 74% d'atteintes antisémites ont été commises cette année par rapport à l'année dernière, 74% de plus, ce qui est considérable. Et nous savons également, pour les avoir vus rapportés par les médias, des atteintes, notamment en matière d'antisémitisme, extrêmement nombreuses, aussi bien contre Madame Simone Veil que contre Monsieur Finkielkraut ou d'autres, avec des remarques haineuses et des actes qui sont eux-mêmes tout à fait condamnables. En l'état actuel du droit, nous savons que le ministère de l'Intérieur peut suggérer au Conseil des ministres la dissolution de groupuscules, qu'ils soient fondés en association ou que ce soit des mouvements spontanés, sans qu'ils aient une structure juridique, et sont compris dans cette catégorie de groupes de combat et milices privées qui peuvent être dissous au terme de l'article L212-1 du Code de la Sûreté intérieure, ceux qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Donc il y a déjà un instrument juridique qui est celui du décret en Conseil des ministres pour provoquer une dissolution. Mais il y a aussi, de manière extrêmement utile, et je vous dirai en quoi, de mon point de vue, on peut améliorer encore les choses,
Il y a des délits définis dans le code pénal, notamment l'article 431 trait d'union 6, qui est la provocation à constituer un groupement armé. Et cette provocation à constituer, donc ce n'est même pas le groupement déjà constitué qui est en cause, c'est la provocation à le constituer, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. De même que s'il est suivi des faits, alors là c'est encore plus grave, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. L'organisation d'un groupe de combat, des gens masqués ayant des armes de destination, et puis l'arme n'étant pas nécessairement une arme de poing, ça peut être un couteau, ça peut être un tesson de bouteille, ça peut être n'importe quoi. Cette organisation d'un groupe de combat est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ça, c'est l'article 431-16 du Code pénal. Et lorsque la dissolution est ordonnée, la reconstitution est un délit puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Alors, il s'agit à chaque fois dans le Code pénal de la définition de groupes qui sont des groupes armés, des groupes de combat. En réalité, il y a une ambiguïté en ce qui concerne l'association ou le groupement qui incite à la haine et qui n'est pas, dans le Code pénal, assimilé au groupe de combat. Et donc, j'ai à cet égard, si vous me permettez, une suggestion à faire. C'est d'étendre l'article 431-17 à ces associations. Et je me permets de vous indiquer, puisque c'est vous qui faites la loi, et qui, en tout cas, la proposez, je rappelle que l'article 431-17 dit « Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution ouverte ou déguisée d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 est puni de 7 ans d'emprisonnement, etc. » On pourrait allonger ce texte en disant « Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution ouverte ou déguisée d'un groupe de combat dissous ou d'une association ou d'un groupement visé à l'article 6e, au paragraphe 6e, pardon, de l'article L212-1 du Code de l'intérieur est puni. » On rajouterait ce membre de phrase, on ajouterait donc à l'idée que c'est un groupe de combat qu'on tente de réorganiser ou de reconstituer, on ajouterait ou d'un groupement visé au paragraphe 6 de l'article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui, je vous rappelle, je l'ai cité tout à l'heure, parle de ceux qui provoquent la discrimination, à la haine ou à la violence. Et donc, ce serait une manière de faire tomber sous le coup de la loi ceux qui réorganisent, puisque la loi pénale s'interprète de manière stricte, et qu'en l'état actuel du texte, il est difficile de faire tomber sous le coup de cette pénalité les personnes qui essaieraient de reconstituer une association ayant pour but l'incitation à la haine, la violence ou les provocations à la violence raciste ou antisémite, ou xénophobe ou homophobe. C'est le premier point. Il y a, vous m'avez posé aussi la question de nos combats dans le cadre de la LICRA et de nos rapports avec le ministère public pour tout ce qui concerne à la fois les délits de la loi du 29 juillet 1881 et puis l'Internet. Alors, il y a deux problèmes différents que je vais évoquer. D'abord, il faut savoir, pour ce qui concerne l'Internet, qu'il est très difficile d'obtenir spontanément de la part des fournisseurs d'accès ou d'hébergement la suppression d'un message à caractère antisémite, agressif, haineux, etc. Alors, quand le parquet intervient, en général, on peut s'imaginer que les choses vont se passer mieux. Mais lorsque c'est un particulier qui fait l'objet d'une incrimination extrêmement violente, haineuse, on le traite de tout, je ne vais pas redire des mots abominables, et il essaye de faire supprimer ce message sur les sites, il a beaucoup de mal. La loi de confiance en l'économie numérique de juin 2004 a prévu une architecture intéressante qui est la suivante. Le fournisseur d'accès ou d'hébergement est présumé innocent. Si quelqu'un s'estime victime d'un délit porté par le fournisseur d'accès ou d'hébergement, qui héberge ou rend accessible un site quelconque,
À ce moment-là, la personne objet de ce délit, victime de ce délit, peut faire une sommation, et une mise en demeure suffit, pour exiger que soit retirée la phrase, le passage, la photo qui l'atteint. Il faut qu'il donne son identité, qu'il explique quel est évidemment le passage, la phrase, la photo, peu importe, qui lui fait offense, et fasse sommation pour que ce soit retiré. Si le fournisseur d'accès ou d'hébergement ne répond pas, à ce moment-là, on peut saisir le juge du référé du tribunal de grande instance qui donne éventuellement injonction au fournisseur d'accès ou d'hébergement de supprimer ce qui est attentatoire pour la personne qui se dit victime. Et si le fournisseur d'accès ou d'hébergement n'obéit pas à l'injonction du président du tribunal de grande instance, alors là, il commet un délit pénal. C'est donc une architecture intéressante, puisqu'on va de la présomption d'innocence jusqu'à la culpabilité lorsque, étant informé, ayant reçu l'ordre de supprimer, on n'y a pas obéi. Seulement, ça présente une difficulté. C'est qu'actuellement, lorsque vous allez devant le tribunal de grande instance et que vous avez assigné tel ou tel fournisseur d'accès ou d'hébergement, je ne donne pas de nom propre, mais enfin, on sait tous comment il s'appelle. À ce moment-là, l'avocat d'en face vous dit: ah, mais c'est pas la société française, il fallait assigner en Irlande, ou en Islande, ou ailleurs. Et donc j'ai suggéré, et je crois que dans la loi Avia, c'est un amendement qui sera repris. J'ai demandé à l'honorable parlementaire, Mme Naïma Mouchou, de bien vouloir le porter, obligeant les fournisseurs d'accès et d'hébergement à faire apparaître tout de suite après leur nom, quand on pianote pour y accéder, le nom de la personne morale ou de la personne physique qui, dans chaque pays, est responsable. C'est pas très difficile à faire. Il y a quelques 200 et quelques pays dans le monde que sur Internet figure à la suite du nom 200 noms de responsables. Alors si les autres pays ne veulent pas, c'est leur problème, mais au moins la France doit l'exiger. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus cet échappatoire auquel aujourd'hui recourent les GAFA quand ils ne veulent pas obéir à l'ordre qui est donné de suppression. Bon, c'est une chose qui est importante. Et je me permettais de vous le dire. Mais il y a un deuxième point qui concerne cette fois-ci la loi du 29 juillet 1881. Alors, je vous rappelle, parce que j'ai l'occasion de plaider beaucoup sur cette loi, qu'il y a un débat déjà ancien autour des articles qui concernent ce qui, bien sûr, est utilisé par les groupuscules d'extrême droite et les autres, les antisémites, les racistes, les xénophobes, enfin, toute la série de ces pervers. Il y a un certain nombre de textes. Je me permets de vous les rappeler parce que ça me paraît important pour la suite. D'abord, il faut se souvenir que la loi du 29 juillet 1881 est une loi qui proclame la liberté d'expression et d'impression. Tous les autres articles, après le premier article qui dit ce que je viens de dire, définissent les exceptions à cette liberté ou ce qu'il ne faut pas dire au nom de la liberté. Mais quelque chose depuis longtemps me préoccupe. Autant il est légitime que lorsqu'on assigne quelqu'un, un journal, une chaîne de radio, parce qu'il y a une diffamation qui vous atteint, on a prétendu quelque chose qui n'a rien à voir avec le racisme, l'antisémitisme. Il y a toute une procédure qui prévoit qu'on peut discuter de la légitimité de la qualification d'une diffamation. Il faut que ce soit une atteinte contre une personne déterminée qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. L'honneur, c'est de ne pas avoir commis de délit pénal. Bref, c'est un débat sur des faits précis. Et il y a une possibilité de se défendre qui est de rapporter la preuve. Ce qui est impossible quand une diffamation est une diffamation à caractère antisémite ou xénophobe. Il n'y a pas rapporté de preuve. Et c'est interdit. Il y a ensuite la bonne foi, qui est un autre axe de défense du diffamateur pour ce qu'on appelle les diffamations de droit commun. Mais lorsque on diffame quelqu'un parce qu'il est juif, noir, femme, homosexuel, handicapé,
il ne peut pas y avoir de bonne foi, car la bonne foi comporte 4 éléments, et notamment, au terme de la loi et de la jurisprudence, la légitimité du but poursuivi. On voit pas en quoi il est légitime d'injurer ou de diffamer quelqu'un en raison de ce qu'il est tel ou tel. Et donc, ont été ajoutés à la loi 81 au fil des années un certain nombre d'articles. L'article 24 d'abord, qui réprime de 5 ans et de 48 000 euros d'amende et tout ce qui est porté par écrit ou parole, pas les actes. Les actes sont l'objet d'autres articles du Code pénal. L'atteinte volontaire à la vie, à l'intégrité, les agressions sexuelles, verbales ou écrites, l'incitation au vol, extorsion, destruction, dégradation, ou l'apologie de ces délits, l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, l'apologie des crimes de guerre, des crimes commis contre l'humanité, l'esclavage, la collaboration avec l'ennemi. Alors tout ça, c'est porté par les paroles. Et puis, enfin, l'article dont on se sert beaucoup quand on plaide au nom de la LICRA contre des haineux, la provocation, ou l'incitation ou la provocation à la haine, à la violence, à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à un groupe, une race, une ethnie, une religion déterminée, ou en raison de son orientation sexuelle ou son handicap. Bon, tout ça est très clair. Il y a ensuite un autre article, qui est celui de la loi Guesso, le 24 bis de la loi de 81, qui est le négationnisme. Le fait de nier la réalité de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a fait l'objet de condamnation par la juridiction de Nuremberg. C'est donc nier ce qui a été condamné par une juridiction internationale, qui est un délit. Et puis vous avez deux autres articles qui sont en fait des articles définissant la diffamation, l'autre l'injure et leur peine, et avec un alinéa particulier pour ce qui concerne les diffamations ou les injures à caractère raciste, antisémite, etc. Or, ces articles sont dans la loi qui protège la liberté d'expression. Liberté sacrée à laquelle nous sommes attachés, qui est fondamentale. Mais en vertu d'une sorte d'imposture, les négationnistes, les diffamateurs professionnels, je pense notamment, et là je vais le citer, à M. Soral, j'ai plaidé contre lui il y a peu de temps, en audience publique, dont je ne trahis aucun secret, qui était poursuivi légitimement parce qu'il avait dit des époux Klarsfeld, dommage, le travail n'a pas été achevé. Il faut quand même être assez monstrueux pour écrire des choses, vous dire des choses pareilles. Et ça se passe, ce genre de procès, dans une enceinte tout à fait estimable, où j'ai eu l'occasion, depuis 40 ans, de plaider des dizaines de fois, qui est la 17e chambre du tribunal correctionnel ou civil de Paris, qui est la chambre de la presse. Et il est naturel que cette chambre soit extrêmement vigilante sur la liberté d'expression, ce qui est de l'ordre de la haine véhiculée par les mots et qui ne peut justifier d'aucune preuve, d'aucune bonne foi. Ce n'est pas la liberté d'expression, ce sont des actes. Les mots ne confèrent pas l'immunité aux propos qui sont tenus. Et dans ce domaine. Et j'ai des conversations avec des amis que, de manière un peu humoristique, j'appelle les intégristes de la liberté d'expression, qui ne veulent pas entendre ce que je préconise, qui est de faire sortir de la loi de 1881, sans rien changer au texte, les délits que j'ai évoqués tout à l'heure. Il suffit de créer un nouveau sous-titre dans le Code pénal, là où figurent les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, c'est sur les articles 222, 18 et autres, et il y aurait un nouveau sous-titre intitulé « Les atteintes à caractère raciste, xénophobe, homophobe, antisémite, négationniste », et on retirait les articles qui s'appellent 24 ou 24 bis alinéa 6 pour en faire des articles 222, 18, 4, etc. Je me suis permis de faire une lettre à Mme Mouchou, que je connais bien, honorable parlementaire, mais je vous la remettrai si vous voulez pour que vous puissiez voir avec les numéros que je suggère pour faire cette extraction de la loi 81. Quel serait l'intérêt? D'abord, rappeler que nous ne sommes plus en face d'une liberté
mais et même pas d'un abus de cette liberté, nous sommes en face d'actes de haine et d'actes qui sont délictueux. Les mots ne confèrent pas l'immunité, je dis, et je vais le prouver très simplement. Le harcèlement sexuel ou moral dans l'entreprise, c'est avec des mots. Le chantage, c'est avec des mots. Les mots ne confèrent pas, encore une fois, une sorte d'irresponsabilité ou d'immunité à la chose qui est dite. Il y a des mots qui sont en réalité aussi violents, avec des répercussions aussi graves que le sont des actes de violence physique. Et d'ailleurs, le Code pénal, dans les articles qui répriment les violences faites aux personnes, mettent sur le même plan les violences physiques et morales. Donc je ne suis pas en train de prôner un changement du droit, mais simplement remettre dans le droit commun les articles qui, pour le moment, bénéficient de cette espèce de prestige et de précaution que donne la volonté légitime et essentielle de protéger la liberté d'expression. Il faut les ramener là où ils doivent être, c'est-à-dire dans le droit commun. Ils ne doivent pas échapper à la prescription commune, même si aujourd'hui, alors que la prescription des diffamations ou injures envers les personnes est de 3 mois, elle a été portée à 1 an pour ces atteintes particulières. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas de 6 ans, comme les autres délits de violence. Et puis pourquoi la récidive ne serait pas automatique, alors que si elle est en principe possible pour ce genre de délit, elle n'est jamais appliquée. J'ai eu l'occasion, Dieu et son âme s'il en a l'usage, de plaider contre M. Forisson à de nombreuses reprises, mais jamais M. Forisson n'a abandonné ces thèses absolument monstrueuses et n'a jamais été condamné à plus que symboliquement un petit pincement d'oreille et une phrase équivalente à petit polisson. Alors, j'exagère dans mon propos, Madame la Présidente. J'essaie de faire qu'il ne soit pas trop lourd à entendre, mais il est profondément sérieux. Et je ne vois pas pourquoi il ne serait pas appliqué une loi qui est ce qu'elle est, sans la changer, et qui permet, en effet, puisque si les délits de diffamation et d'injure envers particuliers ne tombent plus sous le coup d'une menace d'emprisonnement, c'est fini. En revanche, ça existe toujours pour ces délits-là, et ça n'est jamais appliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur ce point. J'insiste d'autant plus que nous savons, c'est un écrivain qui disait cela à Madame, c'est dans le courrier de campagne de Jean Bernanos, à Madame, savons-nous à la longue quel mal peut sortir d'une mauvaise pensée et quel mal peut sortir davantage encore d'une parole terrible. Et c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui dans notre société en permanence. Il n'y a qu'à voir, effectivement, sur les réseaux sociaux, ce qui se déchaîne aujourd'hui. Nous avons donc d'un côté la possibilité d'atteindre par ce qui est l'état du droit actuel, mais avec la modification que j'ai suggérée sur les associations prônant la haine et la discrimination, on les assimilant à des groupes de combat, dans l'article que je citais tout à l'heure, et puis en replaçant dans le droit commun les délits particuliers d'incitation à la haine, à la violence raciste par les mots, les paroles, les écrits, qui aujourd'hui bénéficient de trop d'indulgence. Vous savez, l'idéal, c'est d'arriver à réduire au silence, non pas par la mort, mais lorsque Georges Izard, mon auguste confrère de l'Académie française, qui est mort au moment où moi j'arrivais au palais, avait plaidé après la guerre pour Paul Claudel contre Charles Maurras. Il a fait une plaidoirie admirable. Il avait rappelé les mots de Maurras. Maurras disant Monsieur Schrammeck, nous vous tuerons comme un chien. Schrammeck, l'ancêtre de celui que nous connaissons bien aujourd'hui. Il avait rappelé des phrases terribles de Maurras demandant qu'on aille chercher sur la Côte d'Azur à telle adresse le père de Roger Stéphane, M. Worms, qui a fini à Auschwitz. Et il avait dit cette phrase dans sa plaidoirie, ce ne sont pas des phrases écrites au hasard, car l'écrivain devant la page blanche savait à quoi il mènerait sa victime lorsqu'il l'aurait noirci. Il avait dit, souhaitons que ses amis plus discrets nous permettent de lui consentir le silence, qui est la forme suprême de la pitié pour les erreurs et les fautes des morts. Eh bien, ce silence, la justice a le moyen de l'imposer, car quand un récidiviste multiple aura goûté quelques jours, quelques semaines, quelques mois
à des conditions, certes humaines, mais dures, de la privation de liberté, il sera peut-être incité à se taire. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Bravo pour votre éloquence. Pardon. Alors, je crois Vous qu'il l'avez est entendu dire. avocat, oui. Cela se murmure. Alors, j'aurais une question concernant, en fait, on a eu plusieurs cas qui nous ont été remontés de gens qui, quand ils voulaient aller porter plainte contre des menaces, ou ça peut être des petits mots dans la boîte aux lettres, etc. Là, je vais vous citer un exemple qui m'a été remonté récemment, mais on commence à en avoir en fait beaucoup, et ça m'interpelle pas mal. Par exemple, quelqu'un qui a reçu dans sa boîte aux lettres un petit mot, on sait où tu habites, tu as une femme et 2 enfants, voilà. Et qui était accompagné de propos nazis. Je ne vais pas leur faire de la publicité ici. Voilà. Et quand cette personne a voulu aller porter plainte à la gendarmerie de son village, à côté de Montpellier, là où je réside, en fait, on lui a dit non, on a refusé de prendre la plainte, et elle n'a pu déposer ailleurs qu'une main courante, dans un autre village. Voilà. Et voilà, c'est un cas parmi bien d'autres. Donc je voulais savoir si vous avez, vous, connaissance de choses comme ça qui se passent. Est-ce qu'on vous les fait remonter à vous aussi, en tant qu'avocat ou par vos autres fonctions? Et comment, à votre avis, on pourrait améliorer le traitement de ce type de plainte? Est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser aussi Voilà. Madame la les Présidente, forces de police? ce que vous soulevez là est tout à fait important. Ça dépend des personnes auxquelles s'adressent ceux qui sont victimes. Et ça tient non pas à une malveillance, je ne peux pas le croire, de la part du gendarme ou du policier, mais à un défaut de culture dans ce domaine. Et c'est là où je crois qu'il faut rappeler, et vous devez, comme législateur, le rappeler. Les procureurs de la République doivent avoir l'obligation, puisque c'est quand même de l'exécutif qu'ils dépendent, même si dans le cadre des affaires individuelles, ils n'ont pu intervenir, on peut supposer qu'ils ne le font pas. En tout cas, quand il s'agit d'affaires qui concernent l'intérêt public, il faut que soient donnés des ordres extrêmement précis à tous les procureurs généraux et procureurs de la République pour qu'eux-mêmes donnent des instructions extrêmement précises aux officiers de police qui reçoivent les plaignants. Vous savez, ça a été, je ne vais pas faire une comparaison déplacée, mais en matière d'atteintes sexuelles commises sur des dames, on sait à quel point il a été longtemps extrêmement difficile pour elles de se déplacer pour être entendues par un policier. Bon, c'est la même chose. Il y a une sorte, non pas de malveillance ou de méchanceté, mais si les gens ne sont pas formés, ils ne peuvent pas réagir convenablement. Et donc, il faut former les forces de police et les forces de gendarmerie en indiquant que ce sont des actes extrêmement graves. Ensuite, il est nécessaire aussi de faire savoir au public, et ça, c'est plus difficile à mettre en œuvre, les personnes victimes peuvent s'adresser à des associations. Il y a d'abord l'association d'État qui s'appelle la DILCRA. Il y a ensuite les associations très anciennes comme la LICRA, le MRAP, SOS Racisme, j'en passe, elles sont nombreuses, qui sont tout à fait prêtes et dans un esprit totalement bénévole. J'ai plaidé des dizaines de fois pour la LICRA et de manière totalement bénévole, c'est évident. Qui sont prêtes, ces associations, à prendre la défense de ces personnes, soit en les défendant individuellement, soit en usant du droit que donne la loi, d'agir comme association ayant plus de 5 ans dans l'objet social et se fixant justement comme objet de se battre contre toute forme de racisme, d'antisémitisme et autres. Et donc, ça, c'est un point essentiel. Je suis en train de faire rééditer par un éditeur de mes relations amicales l'ouvrage remarquable d'André Frossard, Le crime contre l'humanité. Il avait été publié par Robert Laffont pour la mémoire de mon client, entre guillemets, enfin du professeur Gompel. J'étais l'avocat de sa fille, qui était partie civile. Le professeur Gompel avait été torturé par Barbie, à la fois comme juif et comme résistant. Il avait été supplicié à la baignoire, animé à l'eau bouillante parce qu'il était dans le coma, il avait 72 ans, et il était mort entre les bras de Frossard à la baraque aux Juifs de Montluc.
Et Froissart avait fait un témoignage admirable au procès Barbie et avait continué sa méditation en éditant ce livre, Crime contre l'humanité, où il dit en fait, qu'est-ce qu'on reproche? Ils sont criminels d'être nés. C'est une phrase d'une force extraordinaire, criminels d'être nés. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas laisser qui que ce soit dire des choses horribles de l'autre parce qu'il est différent et qu'il est criminel d'être né. Et donc je fais rééditer ce livre avec un éditeur qui est tout à fait remarquable et en nombre suffisant pour le distribuer dans les écoles, dans les lycées, pour qu'au moins les professeurs puissent commencer à en parler. Et sur ces thèmes-là, la fraternité républicaine, c'est pas simplement un mot. Elle a besoin d'être soutenue par des actes. Elle a besoin d'être alimentée par la mémoire de ce qui est effrayant. Et je n'ai pas de recette pour faire en sorte que les gendarmes et les policiers accueillent bien dès demain matin tous ceux qui viendront se plaindre. Mais vous le constatez. On le constate, Ouais, hélas, de temps en temps. Oui. Donc il faut travailler à améliorer tout ça. Absolument. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Charrière-Bournazel, merci beaucoup pour l'ensemble des propos que vous avez tenus jusqu'à maintenant, qui sont d'une clarté. J'ai plus beaucoup de réponses, j'ai plus beaucoup de questions à vous poser, à vrai dire, tellement vous avez été clair. Je voudrais revenir quand même sur la proposition de loi de ma collègue Avia, parce que si durant des années nous avons eu une violence verbale, orale ou écrite sur le papier, aujourd'hui elle est numérisée, elle va vite, elle va très vite, et les auditions que nous avons tenues ce matin avec la commission et les GAFA nous permettent de voir qu'il y a encore des manques. Est-ce que vous pensez que cette PPL est un outil qui permet d'ajuster le droit aux enjeux de la haine? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut aller plus loin, ou est-ce que l'outil sera suffisant tel qu'il est aujourd'hui, enfin tel qu'il est proposé par ma collègue? Je vais parler un peu loin du texte de manière un peu générale. Une chose me trouble. Les GAFA sont des organes puissants. Je ne doute pas que leurs dirigeants soient des gens humanistes qui veuillent absolument le bien. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'on puisse être jugé parti et qu'il soit heureux que le médiateur envisagé par la loi Avia soit justement une personne de ces organisations énormes, puissantes. Alors, certainement, ces médiateurs ne seront mus que par le bien, mais quand même, je crois beaucoup à l'indépendance de ceux qui ont mission soit de juger, soit de concilier, soit d'assurer une médiation. C'est la première remarque que je voudrais faire. Donc, je ne suis pas emballé. La deuxième, c'est que je voudrais savoir, et ça, je n'ai pas de réponse, c'est vous qui l'avez entendu, et je ne vous ai pas écouté à ce moment-là, si ces GAFA sont d'accord pour ce que j'ai suggéré, c'est-à-dire avoir un responsable physique, une personne morale responsable, de façon à ne pas s'évader vers je ne sais quel autre pays que celui dans lequel est subi le préjudice qu'ils ont porté. Je ne dis pas qu'ils ont créé, mais qu'ils ont porté, puisque c'est par eux que passent les sites infamants. Est-ce qu'ils sont d'accord pour être beaucoup plus vite atteints par la réclamation qu'on va faire, afin de pouvoir supprimer le plus vite possible, ou de déférer avec le plus de diligence possible à la demande qu'on leur fait de venir devant le juge des référés afin d'avoir une injonction de suppression. Donc, vous savez, c'est très compliqué. La puissance, lorsqu'elle se revêt d'une manière d'humanisme, avec de bons sentiments, reste quand même la puissance. On n'est pas à la fois le juge et la partie. Demande-lui. Madame Guérel, vous avez une question? Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup pour votre exposé. En fait, moi, j'aurais voulu vous questionner sur la loi NetzDG du 1er octobre 2017, qui est appliquée en Allemagne et qui a permis de renforcer la responsabilité des plateformes.
en exigeant la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illégaux sous 24 heures. Est-ce que vous connaissez cette loi? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et qu'en pensez-vous? Et est-elle effective aujourd'hui? Oui. Utile. Pardon. Voilà. Question-réponse, faut qu'il y ait un Voilà, un micro s'éteint et l'autre s'allume. Voilà, merci. Je ne connais pas la loi en détail, je sais qu'elle existe, je sais à quoi elle veut tendre. Et je sais aussi que la loi Avia française est partie de cette loi allemande, et c'est une bonne idée. Donc ma seule réserve est celle qui concerne l'indépendance et l'objectivité du médiateur qui vient des GAFA. C'est la seule. Pour le reste, je suis tout à fait conscient de l'importance. Vous savez, il y a des années, avant la loi de 2004, la LCEN, nous avions poursuivi, mon confrère Marc Lévy et moi, au nom de la LICRA, nous avions poursuivi je crois que c'était Yahoo, qui vendait sur Internet des croix gammées, des insignes nazis, sans aucun complexe. On n'avait pas réussi à obtenir spontanément qu'ils les suppriment. Alors on avait fait un procès, et c'était avant la LCEN. Il y a donc c'est une affaire qui remonte à près de 20 ans. Et on avait obtenu du président, qui était un sage, une expertise, car il prétendait qu'il ne pouvait pas contrôler ce qu'il y avait sur leur site. Et le président avait nommé un expert qui avait constaté qu'en fait, les fournisseurs d'accès aux hébergements peuvent parfaitement, quand on les prévient, faire ce qu'il faut pour supprimer. Et il avait, statuant après le rapport d'expertise, ordonné la suppression. Mais comme c'était une société américaine, il ne s'était rien passé. Donc on avait essayé en Amérique, aux États-Unis, d'obtenir l'exéquatur de la décision française. Et c'est Yahoo qui nous a fait un procès aux États-Unis, à nous la LICRA, parce que nous lui portions un préjudice en essayant d'exécuter une décision française qui ordonnait la suppression de la vente sur Internet des objets nazis. Et en réalité, la 8e section de la Cour de Californie a dit que, à l'instigation d'un des juges, qu'il n'y avait pas de raison de condamner à l'ICRA des dommages d'intérêt puisque l'exécution n'avait pas eu lieu et qu'il n'y avait pas eu de préjudice. C'était assez contraire à la jurisprudence américaine qui est très favorable aux médias. Et en réalité, c'est à raison d'un colloque, là, tout près de chez vous, à la Chambre franco-britannique, où je tenais un colloque avec des confrères, que j'ai raconté cette histoire, et un homme s'est levé et a dit « Je suis le juge dissident de la cour du 8e circuit de la cour ». C'était un Américain qui était né à Marseille, qui avait été élevé en France très longtemps, il était américain, juge en Amérique, il parlait le français avec un accent de Marseille matinal américain, et c'est grâce à lui et à son ouverture d'esprit que nous avions réussi à ne pas être condamnés, et je le découvrais par le plus grand hasard des années plus tard. Voilà, petite anecdote qui montre quand même qu'il faut faire attention. Nous sommes dans la mouvance des États-Unis avec ce qu'il y a de bon et de mauvais. Et nous avons le sentiment, enfin quand moi je parle de ces questions, que tout de suite, c'est comme si, comme un grand inquisiteur, nous essayons de pourfendre et d'annihiler la liberté d'expression. Ça n'a rien à voir, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, et il faut absolument que nos esprits français, et en même temps universels, se mettent dans la tête que des délits sont commis par des mots qui ne sont pas simplement les atteintes racistes antisémites, je les rappelle, le chantage, le harcèlement, les menaces, etc. etc. Bon, nous sommes dans le même registre. Merci. Ça fait toujours du bien, effectivement, de préciser que ce n'est pas une opinion, mais un délit à partir du moment où on l'exprime, quoi, parce que ça se diffuse tellement dans la société, voilà, que c'est bien de faire des piqûres de rappel comme ça. Je vous remercie. Je voulais vous demander si, d'après vous, le droit permet d'appréhender de manière suffisante les actions qui visent à s'approprier les missions régaliennes de l'État. Je pense à ce qui s'est passé au col de l'Échelle, hein, avec Génération Identitaire, ces 2 hélicoptères, etc., qui était une action d'ailleurs coordonnée, hein, de manière européenne. Voilà. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de réponse forte en face. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens actuellement, etc. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus.
il n'est pas question de remettre en cause les missions régaliennes de l'État et ceux qui veulent se substituer dans ce genre de comportement sont en réalité peut-être dans la situation de ce que prévoit le Code pénal qui interdit précisément d'avoir des actions qui soient en fait destinées à affaiblir la position de l'État ou à le discréditer. Tout ça, je ne vais pas redire le Code pénal, mais ça existe déjà comme répression. Cela étant, l'État doit, je pense, avoir des contacts extrêmement fréquents et utiles avec ceux qui sont mus par un désir légitime d'améliorer la situation. Je prends des choses très différentes, comme celle des réfugiés, comme celle des handicapés qui ne sont pas assez aidés, etc. Tous ces corps intermédiaires qui sont des associations bénévoles, c'est utile. Tous ceux qui, en revanche, veulent usurper dans une sorte de concurrence les forces de l'État se trompent. Mais que dire pour que les gens deviennent raisonnables? Peut-être commencer par appliquer la loi. Ah oui, c'est tout à fait. Et la faire appliquer, bien sûr. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur? J'aurais aimé savoir dans quelle mesure les délais de prescription font-ils obstacle à la lutte contre les discours de haine, s'il y a une prescription. Il y a une prescription qui est celle de la loi du 29 juillet 1881, qui est, comme je le disais tout à l'heure, pour les diffamations et injures à caractère privé ou concernant des personnes politiques ou autres, des critiques, c'est 3 mois. Et 3 mois secs. Pour ceux qui sont des injures ou des diffamations à caractère raciste, antisémite ou autre, c'est 1 an. Mais c'est très court. Or, la prescription qui a été allongée au temps du précédent gouvernement à 6 ans en matière de délit est une prescription plus raisonnable. Parce que vous n'êtes pas toujours informé tout de suite de ce qui est dans l'ordinateur, dans un site quelque part enfoui et qui ressortira longtemps après. Or, comme les prescriptions dans ce domaine courent à partir du moment où la chose est mise en ligne, 1 an, pas possible. Alors que, et j'ai oublié de vous le dire, et merci pour votre question, dans le cadre de mon propos et de mon projet de remettre dans le code en droit commun ces délits, il faut aussi considérer que la prescription ne court qu'à partir du moment où la chose a été enlevée. Et on a une prescription qui dure, comme le dure celle du recel. Tant que la chose recélée est entre vos mains, la prescription ne court pas. Tant que le fournisseur d'accès ou d'hébergement ou le site contient la chose immonde, la prescription ne court pas. Et elle ne commencera à courir que le jour où elle aura été supprimée. Voilà, donc là on a de vrais remèdes. Parce que il m'est arrivé de vouloir poursuivre un fournisseur d'accès ou d'hébergement pour une diffamation qui avait été découverte par ma cliente que plus de 3 mois après, c'est fini, il n'y a plus de délit. Car en matière de diffamation ordinaire, je ne parle pas de diffamation particulière que nous évoquons aujourd'hui, il n'y a pas d'action publique indépendante de l'action civile. Donc, dès que le délai de prescription de 3 mois est passé, c'est fini. Il n'y a plus de délit. On ne peut plus rien faire, ni au civil, ni au pénal. Et en matière d'injure ou de diffamation antisémite, 1 an, il faut passer le délai d'1 an, on ne peut plus rien faire. J'aurais une question concernant les plateformes de financement participatif.
qui sont pas mal utilisés par les groupuscules aussi d'extrême droite, hein, qui sont au courant aussi de ce qui se passe voilà, sur Internet. Et ça soulève pour moi des interrogations. Par exemple, on a eu la location d'un bateau anti-migrants par Génération Identitaire, voilà, grâce en particulier à des financements américains, ou autre exemple, l'utilisation de Tipeee par certains youtubeurs extrémistes pour financer, par exemple, les frais de justice. Est-ce que le droit applicable vous semble devoir évoluer pour mieux encadrer l'utilisation de ces cagnottes, ou est-ce qu'il est tout simplement pas appliqué suffisant pour vous? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs questions, Madame la Présidente, dans votre question. Toute somme d'argent, qu'elle vienne de France ou d'ailleurs, qui est utilisée à financer une action qui est qualifiée de délit, équivaut à une complicité par fourniture de moyens. C'est extrêmement simple. Donc ça peut être poursuivi. Si une banque, un magnat de je ne sais quelle entreprise finance une opération qui en elle-même est interdite par la loi, il est complice. Alors, de manière qu'il ne soit pas corporatiste, j'en reviens à la cagnotte destinée à payer les frais de justice de quelqu'un. Il est interdit par la loi de recourir à l'épargne pour payer une amende qui a un caractère personnel. Mais ce n'est pas interdit non plus de se faire prêter de l'argent par quelqu'un de la famille ou par un ami. En revanche, toute personne a le droit d'être défendue. Et si elle n'a pas les moyens, cette personne, de payer les honoraires, fussent-ils modestes, de l'avocat qui va s'occuper d'elle, est-ce qu'il est monstrueux qu'il y ait une cagnotte dès lors qu'elle n'est destinée qu'à cela? De manière non pas corporatiste, la défense n'est pas un délit. Et concernant la responsabilité de la plateforme? Même chose, fourniture de moyens. S'il s'agit, encore une fois, d'aider ou de favoriser un délit. Voilà, on est d'accord, Ah oui. très bien. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Donc moi, j'ai été rapporteure l'année dernière de la mission d'information sur la refonte du service national universel. Le but de ce futur service national, donc qui va être expérimenté en juin 2019, est de former le citoyen et justement de renforcer la cohésion nationale qui est mise à mal aujourd'hui par la hausse des actes racistes, antisémites, les discours de haine, etc. Que pensez-vous de ce service national universel? Et selon vous, quels pourraient être les outils ou les modules que ce service national universel pourrait mettre en place pour les jeunes et pour lutter de manière efficace et prévenir ainsi les actes racistes, antisémites ou les discours haineux et ainsi recréer cette cohésion nationale dont nous avons tant besoin aujourd'hui? Merci. Question très importante. Je trouve que la suppression du service national, et je n'exprime que mon opinion personnelle, était une catastrophe. C'était un lieu, le service national, où on était là pour servir et où on était sans aucune distinction de milieu social, d'origine ethnique, de couleur de peau. On était citoyen français et alliés de la même manière sur le même service. Et alors je le dis d'autant plus que je n'ai pas fait de service national armé, je l'ai fait mon service national, moi, dans la coopération, comme j'ai fait des études de lettres en même temps que le droit, et que j'ai enseigné 3 ans en France, je suis allé enseigner 2 ans au Maroc. Ce qui était une expérience absolument formidable pour moi, et la source d'abord d'une ouverture d'esprit énorme, et en même temps, j'y ai gardé des liens avec anciens élèves, qui sont maintenant des gens à peine plus jeunes que moi, mais qui sont restés des amis, et avec qui, compatriotes méditerranéens tous ensemble, nous avons le sentiment d'avoir les mêmes repères moraux, intellectuels, et c'est essentiel. Leurs enfants, souvent, sont venus en France, et sont des Français, mais tous n'ont pas eu la chance d'avoir, dans leur enfance, un père ou une mère qui avait été à l'école assez longtemps, suffisamment. Et ils sont perdus, beaucoup.
Or, le service national universel, c'est un moyen, à condition qu'il soit assez long. Assez long. Il ne parle pas de 15 jours, ou 3 semaines, ou d'un mois. Bon, même 6 mois, c'est trop court. Et à mon avis, c'est quelque chose de fondamental pour refaire, comme vous l'avez dit, madame, la cohésion sociale. C'est là qu'on se rencontre, on se connaît. Des gens, des jeunes apprennent à se voir les uns les autres qui ne se connaissaient pas avant. Et c'est essentiel. C'est comme le lycée étranger de Lille où j'avais envoyé 2 de mes fils pensionnaires. Et je leur avais dit, ramenez tout de suite à la maison les week-ends quand ils sont tout seuls vos amis enfants de parents étrangers qui ne sont pas en France. Et on a eu à la maison pendant des années des garçons et des filles de toute nationalité, d'Asie, d'Afrique noire, de partout. Et ils ont des amis partout dans le monde. Et c'est quelque chose d'essentiel que cette façon de se rapprocher les uns des autres, d'échanger, de participer à une aventure commune qui laisse des souvenirs qui sont beaucoup d'entre eux très heureux, et de se comprendre. Rien n'est pire que cette solitude dans des quartiers de nos villes qui sont sinistres, et qui fait qu'on ne peut pas avoir d'espérance. Alors maintenant, comment matériellement organiser, je ne sais pas. Ça, c'est pas, je serais prétentieux de le proposer. Mais sur l'esprit, oui, je suis absolument favorable. Je vous remercie. Vous parliez tout à l'heure d'un livre que vous avez fait rééditer. Et est-ce que vous pouvez préciser votre argumentation selon laquelle la liberté de réimprimer des ouvrages anciens, et là pour le coup développant des thèses assimilables à l'extrême droite, y compris accompagnées de commentaires académiques, doit être encadrée, le cas échéant, en saisissant les ouvrages litigieux ou en condamnant sous astreinte l'éditeur à censurer les passages constitutifs de délit? Je vous remercie. Voilà une question tout à fait importante. J'ai eu l'occasion de prendre parti de manière très vigoureuse là-dessus. Rien à voir évidemment avec la réédition du livre admirable de Froissart. Nous sommes en d'accord. revanche, je suis, je vais vous le dire très directement, totalement opposé à la réédition des pamphlets de Céline. Les pamphlets de Céline ne sont pas des ouvrages intellectuels avec des thèses. J'ai réussi à m'en procurer un par un site internet. Il était édité en français aux États-Unis. C'est immonde. Et il n'y a absolument aucune justification à sa réédition. Mais si au nom de la liberté de l'imprimerie, l'éditeur, en l'occurrence M. Gallimard, veut le rééditer, c'est très simple. Le délit est à nouveau commis à partir de l'édition nouvelle. Et si le délit n'est plus celui de l'auteur qui est mort et pour qui l'action publique est éteinte, l'éditeur est le premier responsable pénalement. Vous savez, en matière de droit de la presse, puisqu'on est dans ce domaine, ce n'est pas l'auteur intellectuel de l'article dans le journal qui est le coupable numéro 1, c'est le directeur de la publication. L'auteur intellectuel n'est que son complice. Et ça date depuis 1881. L'éditeur de l'ouvrage est l'auteur principal du délit porté par le livre. Son complice est mort, peu importe, on ne poursuivra pas le complice, il est mort. Et donc, je serai le premier à monter en ligne si les pamphlets de Céline sont réédités. Alors, maintenant, faut-il aller plus loin et dans des ouvrages dans lesquels il y a des phrases terribles, faut-il ordonner leur suppression? Vous savez, c'est un vaste sujet. Quand on voit de l'affaire Dreyfus, Maurice Barrès dit que Dreyfus était incapable de trahir, je le conclus de sa race. La phrase dite, même si elle n'est pas réimprimée, continue à flotter au-delà des siècles, et elle a été dite. Boulevard Maurice Barrès existe partout. Léon Bloy, le grand spiritualiste chrétien, écrivant non pas le juif, non pas le youpin, mais le youtre est le confluent de toute la pestilence du monde. Extravagant. La phrase continue. Est-ce qu'il va falloir interdire Léon Bloy ou exiger que les phrases de son livre, il y en a d'autres,
soit supprimé, c'est toute la question. Ce que je pense, c'est qu'il faut, dans les rééditions, qu'il y ait au moins une préface, quand ce sont des ouvrages qui ne sont pas consacrés uniquement à la haine, qui permettent de replacer dans un contexte ancien et sans complaisance la phrase que l'on lit. En revanche, lorsqu'il s'agit de rééditer Céline et les pamphlets, qui ne contiennent aucune pensée, alors là, ce que vous avez laissé entendre à M. Gallimard, c'est que si c'est pour des vues pédagogiques, comme il le prétendait, avec une longue préface, à ce moment-là, il faut qu'il fasse comme les avocats de la LICRA, il réédite à ses frais bénévolement pour la plus grande éducation des jeunes gens qui auront à lire sa préface ou ses commentaires. Vous savez, il faut toujours des choses un peu ambiguës. Ça. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur? Non, Madame la Présidente, pas de questions. Et, en tout cas, merci beaucoup. Madame Guérel? Non, très bien. Écoutez, vous avez été assez exhaustif, en fait. Je vous remercie. Nous allons clore l'audition. Merci. C'est moi qui vous remercie de votre patience et de m'avoir laissé cette liberté de parole. Nous sommes là pour ça.